Bonjour, c'est l'heure de la grande édition. Soyez les bienvenus sur la télévision rwandaise. Au sommaire de l'actualité, les gouvernements du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie sont confiants que la centrale hydroélectrique de Rusumo, développée conjointement par ces trois pays, devrait commencer à produire l'énergie dans un proche avenir. Ce samedi, comme tous les derniers samedis de chaque mois partout au Rwanda, se tient une activité communément appelée Umuganda pour dire les travaux communautaires. On y reviendra également. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Les gouvernements du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie sont confiants que la centrale hydroélectrique de Rusumo, développée conjointement par ces trois pays, devrait commencer à produire de l'énergie dans un proche avenir. Jean-Damascène Manishi. Réunis dans le district tanzanien d'Ongara, dans la province de la Kagera ce samedi, les ministres des trois pays respectifs ont révélé que le projet a déjà atteint 99,7% d'achèvement. Avec une capacité d'installation prévue de 80 MW, la centrale électrique en cours de construction à Rusumo sur la rivière Akagera, le long de la frontière du Rwanda avec la Tanzanie, est beaucoup attendu. Ce projet, qui permettra d'accroître la capacité d'approvisionnement du Rwanda, de la Tanzanie et du Burundi à l'électricité hydraulique, devrait être lancé prochainement et pourrait renforcer la croissance socio-économique, la coopération régionale, le partenariat et l'appui dans la région de l'Afrique de l'Est, où se rencontrent les trois pays. La mise en œuvre du projet hydroélectrique régional de Rusumo renforcera également la coopération, soutiendra la gestion durable du bassin de la rivière Kagera et gérera également les aspects environnementaux, estiment les responsables. Le projet de construction de cette centrale a été lancé en 2017 grâce à un financement conjoint de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. D'un coût d'environ 470 millions de dollars américains, la centrale de Rusumo, à son entrée en production, participera à la réduction du déficit énergétique dans les trois pays de l'Afrique de l'Est. L'électricité produite sera repartie en tranches égales aux réseaux nationaux de trois pays qui se partagent le projet. Pour le Rwanda, un tel projet est d'une grande importance car le pays vise l'accès universel à l'électricité d'ici 2024 et ces centrales représentent une avancée de plus vers cet objectif. C'est aussi une opportunité du côté de la Tanzanie, pays qui cherche à augmenter la part du renouvelable dans son mix énergétique. Le Burundi est aussi un grand bénéficiaire du projet car le pays cherche à relever sa capacité de production énergétique pour le bien de sa population. Place maintenant à ce samedi, comme tous les derniers samedis de chaque mois partout au Rwanda, s'est tenue une activité communément appelée Umuganda pour dire travaux communautaires. La particularité de ce mois, donc de septembre, est qu'il y avait différentes campagnes, mais en commun, tout le monde avait à cœur la protection de l'environnement. À Kigali, les jeunes de Nyamirambo avaient honoré le programme dans une bonne ambiance d'esprit d'équipe pour nettoyer leur entourage. À Rouillé, 25 000 arbres ont été plantés en présence des autorités locales. À Kamoni, l'unité et la communion a été le message le plus important pour les participants aux travaux communautaires. À Nyaruguru, la ministre d'État au ministère de l'administration locale, Mme Solange Kaïsile, a effectué les travaux communautaires dans cette localité. À Ruavu, c'est l'honorable Moulé Chiangwano Rosemary qui a joint les résidents de ce district pour clôturer le mois avec un rappel de prévention de malnutrition. Continuons avec l'actualité pour parler des populations qui font le commerce transfrontalier entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Souhaiter donc les relations tendues entre les deux pays s'améliorent car elles ont jusqu'ici entravé leur échange. Cela étant, certaines organisations se mobilisent pour donner une assistance juridique à ces populations. Jean-Damascène Manishi nous fait le point. Le petit commerce est la principale activité des populations rwandaises et congolaises qui traversent régulièrement les postes frontaliers reliant la ville de Gisenyi côté rwandais à celle d'Ogoma en République démocratique du Congo. Et les déplore tout de même les relations tendues entre les deux pays. Dans ce climat de méfiance, leur commerce ne rapporte plus comme avant. Actuellement, le commerce va très mal. Avant, je vendais des oignons et du piment dans mon petit commerce, mais ça ne marche pas. Tu viens ici avec peu d'argent et au marché, les prix sont élevés. Tu achètes un sac d'oignons à 150 000 francs pour le vendre à 100 000 francs en arrivant au Congo.
Comme ça, nous ne gagnons rien. Il y a des conséquences. Au Congo, on nous exige des pièces qui ne l'étaient pas dans l'OTAN. Par exemple, nous qui sommes en situation d'handicap, nous faisons le transport des marchandises aller-retour, mais on nous demande des permis de séjour. Certains ont arrêté leurs activités, le commerce ne rapporte plus. Certains Congolais ont suspendu leur commerce et quand on y achemine, des fruits par exemple, et que nous dépassons 2 jours sans les écouler, ils périssent et nous tombons ainsi en faillite. Face à cette situation, certaines organisations se mobilisent pour assister ceux qui font le commerce transfrontalier et les populations vulnérables qui traversent les frontières. Au niveau des frontières, il y a souvent des problèmes et il peut arriver que vous avez votre locataire au Rwanda et un jour vous vous réveillez, vous trouvez qu'il n'est plus à la maison, il est parti à payer vos loyers. Et vous ne connaissez pas ce qui se passe de l'autre côté, vous ne connaissez pas les systèmes judiciaires de l'autre côté, vous ne savez pas les poursuivre. Et donc ce projet est venu pour aider les gens qui vivent le long des frontières pour résoudre ce genre de problèmes. Les organisations qui appuient les populations avoisinant les frontières souhaitent que les deux pays normalisent leurs relations, car la vie des populations en dépend largement. Il y a des tensions politiques que nous connaissons tous, mais comme on l'a dit, les communautés rwandaises et congolaises continuent à interagir, que ce soit au niveau économique, même social. Nous voulons vraiment réduire les tensions, contribuer à la paix dans les deux pays. Et bien sûr, l'accès à la justice en fait partie, mais il faut aussi continuer les échanges et puis surtout voir que ces communautés transfrontalières ont besoin de ces échanges de tous les jours. Leur survie en dépend. Avant la détérioration des relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et la pandémie de Covid-19, les Rwandais et les Congolais qui traversaient chaque jour la frontière de Goma-Gisenyi étaient plus de 55 000, alors qu'ils ne sont que moins de 15 000 aujourd'hui. Le centre hospitalier universitaire de Kigali indique que 400 patients sont en attente de l'opération des tumeurs du cerveau. La direction de cet hôpital déplore par ailleurs l'insuffisance des médecins chirurgiens Donc pour la réussite de cette opération, le Rwanda compte aujourd'hui 7 médecins spécialistes pour opérer ce genre de maladie, ce qui signifie un médecin pour 2 millions de patients, alors que normalement un médecin ne devrait pas dépasser 100 000 patients. Le docteur Martin Nyundo du centre hospitalier universitaire de Kigali rassure par ailleurs que ces stratégies sont en cours pour faire face à cette carence de médecins. Alors les problèmes des tumeurs du cerveau à notre hôpital, c'est un problème réel parce que nous avons beaucoup de malades qui ont des tumeurs cérébrales et qu'on doit opérer nécessairement pour qu'ils puissent guérir. Mais du fait qu'on n'a pas beaucoup de chirurgiens, de neurochirurgiens qui puissent les opérer, et ça crée une liste d'attente pour ces patients. Et donc c'est ça le problème qu'on a. Mais on essaie de les aider dans la mesure du possible avec les peu de chirurgiens qu'on a. Dans l'avenir, ce que nous comptons effectivement, c'est augmenter le nombre de chirurgiens et nous équiper davantage avec le matériel pour opérer ces patients. Mais c'est un programme qui n'est pas seulement du CHK, mais aussi un programme national, parce qu'il y a une formation des spécialistes au niveau de l'Université du Rwanda qui forment les neurochirurgiens. Mais néanmoins, on n'est pas encore à la mesure de former beaucoup chaque année parce qu'on n'a pas de facilités, notamment les formateurs. Et donc, on va continuer à augmenter cette capacité de formation pour qu'on puisse arriver à répondre aux besoins de la population. Alors que vient de s'achever la 118e Assemblée générale des Nations unies, les avis des observateurs sont partagés sur le rôle de l'ONU dans la résolution et la prévention des conflits en Afrique. Pour certains, l'ONU ne fait pas assez, mais pour d'autres, il faut donc trop pour en vouloir à cette organisation. Le point avec Jean-Damascène Manéchimou.
Comme à l'accoutumée, la deuxième moitié du mois de septembre chaque année est marquée par la succession des chefs d'État et de gouvernement membres de l'ONU à la tribune de cette organisation. Une occasion de revenir sur les défis qui affectent le monde. Depuis bien de jours, les Africains en particulier accusent l'organisation d'inefficacité et d'oublier le continent confronté depuis des années aux problèmes des conflits que l'organisation ne parvient pas à déraciner, d'où certains l'accusent de passivité. Elle mène des actions, les Nations Unies mènent des actions, mais ces actions sont assez insuffisantes. Et pour pouvoir mener des actions assez plus concrètes, notamment l'Afrique doit avoir son rôle à jouer en ayant accès au siège des décisions qui est notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui sont notamment composés de 5 États. Donc l'Afrique a son rôle à jouer en ayant un siège à cette assemblée décisionnelle. Pour l'ambassadeur Joseph Mutaboba, les conflits qui s'enlisent sur le continent africain aux yeux des Nations Unies ne seront jamais résolus tant que les problèmes ne seront pas examinés dans leur profondeur. Et souvent, il est donc de notoriété publique que la plupart des conflits, sinon la majorité des conflits, ils sont résolus de façon escamotée. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans les racines, des causes profondes des conflits. Les conflits, il faut qu'il y ait une certaine connaissance du terrain. Les gens croient pouvoir résoudre les problèmes d'un pays ou d'une nation sans connaître ce pays ou sans connaître cette nation. Donc si vous ne connaissez pas les problèmes à fond, vous ne pouvez pas les résoudre comme il faut. Donc il faut faire un effort spécial pour essayer de déployer des chercheurs ou des connaisseurs du milieu pour essayer d'adresser un problème tel pour une communauté telle. Sinon, on va continuer à tourner en rond. Et une fois que vous avez défini les problèmes, il faut donner des moyens adéquats, donc des solutions adéquates pour dire, écoutez, on parle d'un problème de racisme, on parle d'un problème de discrimination, on parle d'un problème de génocide potentiel. Là, je vous donne le cas de la RDC. À ce moment-là, vous savez exactement ce qu'il faut faire vis-à-vis ce genre de problème. Et une fois que vous l'avez fait, et que vous avez les moyens de le faire, il faut les mettre en application et en entièreté, sans tenir compte des intérêts propres ou individuels de chaque pays. Si les Nations Unies prennent du temps pour intervenir là où il le faut, cela devrait plutôt éveiller les Africains et les pousser à chercher eux-mêmes des solutions aux problèmes qui les préoccupent au lieu de miser sur l'extérieur. L'organisation reste utile, elle reste peut-être une organisation noble, mais au même moment, c'est mieux pour les citoyens et parfois même pour certains dirigeants de limiter les attentes. Et c'est ça, moi, mon observation au fil des années, parce que parfois, le fait de limiter ces attentes vis-à-vis de ces grandes organisations qui semblent être en position de régler des problèmes, mais qui, pour certaines limites ou certaines réalités stratégiques, politiques et autres, n'arrivent pas réellement à affronter les problèmes et à les résoudre. Et c'est cela qui fait que des fois, les peuples se désengagent. Et même les nations, au lieu de prendre leurs responsabilités, ils se disent « l'ONU va faire ». Mais on a vu sur toute la ligne les limites de cette organisation, quelle qu'en soit sa noblesse. Vous avez vu même la guerre en Syrie, avant même de venir parler en Afrique. C'est entre eux les Blancs. Mais malheureusement, l'ONU, ils n'ont pas pu s'entendre pour qu'une résolution soit prise. Maintenant, quand cela concerne les pays africains qui déjà n'ont pas de siège permanent dans ces organisations ou qui n'ont pas de veto, comme ces pays privilégiés qui en ont, ça fait que parfois on nous oublie. D'autre part, certains analystes politiques estiment qu'il ne faut pas trop en vouloir aux Nations Unies, car la première responsabilité revient aux pays respectifs. Les Nations Unies s'inscrivent dans les dynamiques locales. Est-ce qu'au niveau local, on a vraiment analysé les causes réelles de ces conflits et qu'on veut régler ces conflits avec l'aide des Nations Unies? En fait, les Nations Unies viennent accompagner ou créer la dynamique pour accompagner la résolution du conflit. Mais quand il n'y a pas de volonté sur place, quand il y a d'autres forces externes, c'est parfois très difficile et je considère qu'on fait un mauvais procès aux Nations Unies parce qu'on lui faut porter tout le chapeau. Quand ça échoue, c'est la faute des Nations Unies. Non. Il y a beaucoup d'acteurs dans un conflit
Et tous ces acteurs ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde en fonction des intérêts qu'ils défendent. Pour les observateurs, les conflits et problèmes de gouvernance en général qui s'observent encore sur le continent africain compromettront toujours le développement des pays africains et le retard dans la mise en pratique des objectifs de développement durable tant souhaités par toutes les nations. Place maintenant à la réintégration des anciens combattants dans la société que je vous propose de suivre dans le récit suivant. Nizeyimana Wenceslas réside dans le village d'Obassé, cellule de Guamawa, secteur d'Obassé en district de Rurindo. Il y a 12 ans qu'il a décidé de quitter les forêts de la République démocratique du Congo pour entrer au Rwanda. Il est agro-éleveur et effectue d'autres activités pour son développement personnel, celui de sa famille et du pays en général. À part la culture de bananerie avec sa famille, il pratique également l'élevage de porc qui pour lui a été la source d'une vie meilleure. Il pratique en outre l'élevage du gros bétail qui lui permet d'avoir du lait et du fumier pour ses activités champêtres. Toutes ces activités, c'est la preuve du processus de développement qu'il a entrepris avec sa famille en conformité avec la vision du Rwanda relative au développement inclusif. Mais voyez par vous-même la propreté et le soin. L'on disait que chaque Rwandais porte des chaussures. Nous entendions cela aux informations. J'étais toujours au maquis. Cela était impossible car j'avais demandé à ma mère de porter des chaussures mais refusa. À cette époque, j'étais officier. Je lui ai proposé de lui acheter des chaussures. Elles devaient coûter environ 500 ou 600 francs rwandais. Mais a refusé catégoriquement, prétextant qu'elle allait être victime d'ensorcellement, de jalousie, etc. Mais le président Kagame et ses autres bons collaborateurs ont su parfaitement bien gérer la situation. Il n'était plus nécessaire de dire à la population de porter des chaussures car ne plus les porter était désormais signe d'une probable déficience mentale car comme l'on ne peut pas sortir sans porter de vêtements, l'on ne peut pas sortir sans porter de chaussures. Cela était le premier point. D'autre part, on nous a demandé d'abandonner les maisons faites en paille, mais l'on a tout de suite refusé car cela était contraire aux idéologies que l'on partageait au sein de FDLR. Prétextant le manque de moyens pour pouvoir abandonner ce genre de maison, se demandant d'où viendraient ces moyens. Chacun a mis à sa disposition tous les moyens possibles et à ceux qui en étaient incapables ont reçu une aide de la part du gouvernement, constatant en vérité que dans notre nouveau Rwanda, personne n'était supérieur à autrui. Le colonel Nizeyimana Wenceslas est parmi les 12 715 personnes qui, à différents moments, ont quitté les forêts de la République démocratique du Congo pour entrer au Rwanda. Il est également parmi les fondateurs du groupe terroriste de FDLR qui continue à semer la terreur au sein d'innocents citoyens congolais à l'est du Congo, et le même Nizeyimana a joué un grand rôle dans la création d'un autre groupe, Road Urunana. Une fois à l'extérieur, il y a eu création du groupe de FDLR et je suis parmi les fondateurs. Après, j'ai travaillé en tant que militaire et je commandais un bataillon jusqu'à ce que j'ai été commandant adjoint d'une brigade. Après, j'ai constaté qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans le FDLR Foka et j'ai adhéré au Road Urunana où j'étais vice-président. Après que les forêts du Congo leur aient été amères, il a en 2011 fait le bon choix et il est rentré au Bercail. Mais à cause de changements réguliers, certains de nos dirigeants sont rentrés au pays, comme par exemple le général Gwakabidje et d'autres. Et c'est à ce moment où je commençais à réfléchir sérieusement au futur, étant donné aussi mon âge qui avançait, pensant à l'avenir qu'aura mes enfants et à l'avenir de mon foyer. Sachant que je n'avais fait aucun mal dans le passé au Rwanda et que je n'avais rien à me reprocher. Et aussi d'autres conflits qui étaient au sein du Road Urunana, car son dirigeant d'alors avait un complexe et me percevait comme un potentiel remplaçant alors que je n'en avais même pas l'idée. Je voyais que je pourrais y faire beaucoup de temps car Omaki est appliqué la loi de la jungle comme le dicton le dit. Voyant qu'à n'importe quel moment je pourrais y être assassiné. C'est comme cela que j'ai pris la décision de rentrer, étant donné que cela faisait 2 ans que ma femme était déjà rentrée. C'est en 2011, au cours du mois d'avril, que j'ai pris la route retour vers le Rwanda. L'épouse de Nizeyimana, Vestine Uwizeyimana,
abondent dans le même sens, mais elle avait quitté le Congo bien avant son époux. Sans vous mentir, je suis venue sans être sûre de ce que je faisais, me demandant comment je serais traitée, d'autant plus que je vivais avec un homme qui était membre des FDLR. Je me demandais s'ils allaient vraiment me comprendre. Sans mentir, je suis rentrée sans être bien sûre, mais c'était faux compte tenu de la façon par laquelle j'ai été accueillie et également que la paix est totale dans ce pays. Je suis venue et pendant toute une année, je n'ai pas entendu des balles siffler dans ce pays. Et je remercie le président de la République qui a accueilli ces militaires de Habyarimana et qui les a intégrés dans la vie courante et qu'ils se sentent comme d'autres Rwandais. Je lui suis très reconnaissante parce qu'il n'a ménagé aucun effort pour nous. J'avais une jambe cassée et ils m'ont fait soigner. Ils m'ont amené à Kanombe pour me faire soigner et je suis bien guérie et maintenant je tiens debout. Je vous suis très reconnaissante. Les activités de Nizeyimana et sa famille ont pourvu de l'emploi à environ 200 personnes, dont ceux qui travaillent dans la société de sécurité qu'il a créée. Tuyishimire Lorient travaille à la ferme chez Nizeyimana et Okwizabigira est l'une des responsables des Rukosek, société qui opère dans la sécurité que Nizeyimana a créée. La première chose dont je suis satisfait, c'est de ne pas avoir été sans emploi et devenir un fardeau pour le gouvernement. Et puis, je suis parvenu à m'acheter un terrain et j'ai construit une maison. Je suis marié et c'est grâce à ce travail. Cela me rend très heureux et me pousse à travailler efficacement. Je pourrais moi-même servir d'exemple. Même si j'avais une maison mais pas moderne, maintenant j'en ai une avec des carreaux, un plafond, une languette et c'est grâce à Rukosek. La Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration des militaires, dont des combattants cantonnés dans les forêts du Congo qui rentrent au bercail, indique que son attribution est de les aider à s'intégrer dans la société en leur apprenant les valeurs qui conviennent à un bon Rwandais et leur contribution dans la construction de leur pays et dans leur propre développement. Lorsqu'ils s'apprêtent de rentrer pendant la formation, nous leur apprenons tout sur leurs droits en tant que d'autres Rwandais et nous leur parlons de ce qu'ils doivent au pays. Vous avez des droits. Vous rentrez chez vous et vous adhérez au programme que Son Excellence, le Président de la République, a mis en place et nous lui en sommes reconnaissants, mais également il y a ce que vous devez à votre pays. Comment est-ce que vous vous préparez à abandonner ce qu'on vous a appris au Congo et comprendre que vous pouvez vous sacrifier pour votre pays, vous battre pour lui, préserver son intégrité et sa sécurité? C'est nécessaire que nous allions les voir et faire un suivi pour assurer que toutes les leçons qu'ils ont apprises n'ont pas été mises au tiroir. Nizeyimana et son épouse ont parcouru tout ce processus et sont maintenant satisfaits de leur situation et invitent ceux qui sont encore dans les forêts à rentrer dans leur pays. Je les exhorte à rentrer. Voyez-vous, un quelconque problème que j'ai rencontré, il n'y a plus d'exclusion au Rwanda, plus d'injustice. Tout le monde a la possibilité de travailler et de faire de l'épargne à la banque sans aucun problème. Le Rwanda est un havre de paix. Depuis que je suis rentrée, je n'ai jamais entendu même une balle y être tirée. njye nababwira ni urugamba rwararangiye ubu turi mu rugamba rwo kwiteza imbere ubu ngubu igihe tugezemo. J'exhorte tout le monde à rentrer. Voyez-vous un quelconque problème que j'ai rencontré? Il n'y a plus d'exclusion au Rwanda, plus d'injustice. Tout le monde a la possibilité de travailler et de faire des épargnes à la banque sans aucun problème. J'invite tous à venir travailler. Le Rwanda est un havre de paix. Depuis que je suis rentré, je n'ai jamais entendu même une balle y être tirée. Qu'ils viennent tous travailler. À ceux qui n'ont pas les moyens, nous leur donnerons des ports à élever. Ils n'en manqueront pas. Qu'ils viennent tous travailler et construire le pays.
La commission rwandaise de démobilisation et de réintégration indique que compte tenu des réalisations acquises dans ce domaine, même les étrangers viennent apprendre de l'expérience du Rwanda. Nous avons ceux qui ont du succès à raconter et nous avons beaucoup de pays étrangers qui viennent voir ce que nous faisons pour aider ces gens, surtout ceux qui ont quitté les forêts et les autres qui ont libéré le pays dans leur situation du quotidien et tous les programmes que nous mettons en place pour eux pour faire le suivi et qu'ils se sentent être fils et filles du Rwanda, ayant passé par cette commission qui a cette responsabilité particulière de faire le suivi, la démobilisation et la réintégration de tous les anciens militaires. Parmi 12 715 personnes ayant été encadrées par la commission, l'on compte jusqu'à présent 12 195 hommes, 124 femmes, 47 jeunes filles et 36 jeunes garçons. 77 sont encore au centre de Mutobo. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.